Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical et bienvenue sur l'invité. Toutes nos excuses pour les différents rendez-vous manqués, cela est dû et est indépendant de notre volonté. Chers amis internautes, ce dimanche, je reçois pour vous Distella Moussou, qui est consultant média communication, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux à DLCS. Elle est avec nous ce dimanche pour nous commenter l'actualité sociopolitique au Bénin, notamment le rajeunissement observé au niveau du bureau politique du parti politique Union progressiste. Nous essaierons également de commenter cette décision du Conseil des ministres qui ordonne le fait que tout déménagement désormais au Bénin doit être signalé auprès de la mairie de la commune. Et en fin d'émission, il commentera un peu l'actualité liée à la menace terroriste dont le Bénin est sous l'effet. Sans oublier également que la rencontre qu'il y aura entre le président Patrice Talon et Emmanuel Macron, notamment le 27 juillet prochain, où le président français est attendu à Cotonou, sera également au menu de cette émission. Bonjour, Distella Moussou. Bonjour Kader Achirou, bonjour amis internautes. Alors Distella Moussou, tout de suite d'entrée de jeu, dites-nous quelle a été l'impression que vous avez eue lorsque vous avez appris que Bruno Amoussou a démissionné de son poste de président du parti Union progressiste et que le vice-président Abraham Zinouroui a démissionné également et que au niveau des autres instances, d'autres acteurs politiques majeurs tels que Mathieu Kofinago, Antoine Nicolas Orlé également ont dit qu'ils vont à la retraite, entre autres. Quel a été votre état d'âme, votre ressenti? Alors je vous dirai mes impressions en tant que simple observateur et qu'il ne vous échappe pas que je ne suis pas dans le militantisme partisan, donc je ne suis pas membre d'un parti politique. Alors, avec ce statut, je risque de ne pas avoir tous les détails, n'est-ce pas, et n'étant pas donc dans le secret des dieux. Mais j'observe que depuis 1990, les acteurs politiques de notre pays sont demeurés les mêmes, sont restés les mêmes globalement. Et la gestion de la chose publique a été aux mains d'une certaine catégorie de personnes tout le temps. Avec les redéploiements, avec les alliances qui se faisaient et se défaisaient. Avec l'arrivée du président Patrice Talon, est née une volonté de rajeunir la classe politique à travers la mise en place de la réforme du système partisan. Ainsi, les réformes ont catapulté dans le décor les boutiques politiques qu'on avait, les sociétés politiques qu'on avait, à travers le pays. Et vous comprenez qu'on pouvait, à 2, à 3, à 4, n'est-ce pas, créer un parti politique. Alors, donc, cette volonté de revisiter, n'est-ce pas, la jouvence au sein des acteurs politiques a forcément déclenché un processus. Et comme nous sommes dans une société et que nous avons besoin de 3 éléments fédérateurs pour le développement de notre pays, c'est-à-dire le profil, n'est-ce pas, et l'expérience, et puis, disons, la jouvence. Je crois que les acteurs donc se sont entendus à faire les choses progressivement. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il y a eu entente au sein des acteurs réellement? Parce que, au regard de Bruno Amoussou, qui est un patriarche, bien évidemment, mais nous sommes à l'orée d'une élection de grande envergure, c'est un acteur politique, qu'à quelques mois de cette élection-là, il décide de raccrocher. Est-ce que pour vous, en tant qu'analyste politique, observateur de la vie politique au Bénin, est-ce que pour vous, ça ressemble vraiment à du Bruno Amoussou? Alors, au regard de ses agissements par le passé également. Je ne sais pas quelle lecture vous avez du patriarche, mais je sais que c'est une personnalité d'expérience, d'envergure, qui a un parcours inégalable. Je sais aussi que c'est une personnalité qui est devenue une institution, une école.
Et pour avoir quand même côtoyé de près ou de loin la personne, la personnalité, je sais qu'il a le partage de la connaissance, il a l'enseignement, il a la formation à fleur de peau. Il est un formateur. Et à travers cette lecture que je fais de lui, je crois qu'il n'a certainement pas éprouvé, n'est-ce pas, beaucoup de peine au sein des différentes formations politiques dont il a été à la tête. Il n'a pas éprouvé beaucoup de peine à mettre les jeunes, n'est-ce pas, au travail, au devant de la scène. Donc, je ne perçois pas de gêne par rapport à ce qui se passe au sein de sa formation politique aujourd'hui. Je crois, et je risque de ne pas me tromper, qu'il adhère. Il adhère, et c'est pour cette raison que les choses ont certainement été à cette vitesse que nous avons pu observer. Ça veut dire qu'un travail de soubassement a été fait. Déjà, pour les élections législatives de 2019, vous avez pu observer que certains ténors, certaines personnalités d'un certain âge, d'un certain parcours n'ont pas été sur la liste de départ. Je veux citer les présidents Nago, les présidents Idji, je veux citer Bruno Amoussou lui-même. Bruno Amoussou lui-même, voyez-vous. Oui, par endroits, il y a eu de la résistance. Et là, je vais vous citer le cas de Wali Zoumarou. Donc, c'est dire que lorsqu'on enclenche un processus, n'est-ce pas, il faut prendre le temps de l'huiler. Tout à l'heure, vous avez accentué votre argumentaire sur Bruno Amoussou. Vous n'avez pas parlé d'Abraham Zidokoué, par exemple, ni d'Antoine Dikolarolé, encore moins de Marc Kofi Nago. Est-ce que pour vous, lorsque vous regardez ces autres acteurs politiques, Marc Kofi Nago également, qui quand même relativement plus ou moins d'une certaine époque, est-ce que selon vous, tous ceux-là sont partis parce qu'ils adhèrent véritablement à cette volonté politique de rajeunir la classe politique? Oui, parce que c'est des responsables. C'est des responsables à des degrés très élevés, à des niveaux très élevés. Donc on ne saurait leur imposer quelque chose, on ne saurait leur arracher quelque chose, on ne saurait les mettre devant le fait accompli. Et si déjà en 2019, comme je vous le dis, pour les élections législatives, ces personnes-là ont coopéré à ne pas candidater, je crois que ce n'est qu'une suite logique de ce qui est installé par le président Patrice Talon pour, n'est-ce pas, éprouver la jeunesse, pour mettre la jeunesse devant ses responsabilités, qui ne vous échappe pas que le développement a pour socle essentiel la jeunesse. A pour socle essentiel la jeunesse. Alors, l'autre fait majeur qui quand même captive l'actualité, c'est que tous ces événements se sont déroulés juste au lendemain de la démission de Joseph Diogounou de la tête de la Cour constitutionnelle. Est-ce un agenda bien préparé ou pour vous une coïncidence d'agenda? Alors, posant à travers cette question, vous ne parlez que d'un parti politique, l'Union progressiste. Oui. Voyez-vous. Alors que moi, je vois la chose dans sa globalité. Regardez, depuis son arrivée au pouvoir, le président Patrice Talon a fait, je ne dirais pas une fixation, mais a fait confiance à une tranche d'âge, que ce soit à travers ses ministres qu'il a nommés au gouvernement, que ce soit à travers les directeurs centraux au niveau de ces ministères, à travers la tête, la direction de certaines agences qui ont été créées, vous allez observer que le président Patrice Talon a donné beaucoup de chance à cette jeunesse, en tout cas à une proportion qui excède les 80%. C'est pour leur dire que l'avenir leur appartient. L'avenir de ce pays appartient à la jeunesse, à sa jeunesse. D'où la formation, d'où la mise à l'épreuve, la mise
dans l'exercice de la gestion du pouvoir d'État. Ce n'est que comme ça que cette jeunesse pourrait apprendre. Ce n'est que comme ça que cette jeunesse produirait, n'est-ce pas, des fruits pour le développement de notre pays. Produire des fruits pour le développement de notre pays. Alors, lorsqu'on parle de la présidence de Joseph Diakonou qui était à la tête de la Cour constitutionnelle, se retrouve à la tête du parti Union progressiste, selon vous, qu'est-ce que cela a inspiré? Moi, je ne voudrais pas focaliser mes analyses sur une personne. Voyez-vous, le professeur Joseph Diakonou, autant pour moi, le professeur Joseph Diakonou est une personnalité, oui, mais d'une jeunesse indiscutable. Voyez-vous, alors, ces mouvements, n'est-ce pas, à travers un cursus politique ou une démarche politique, rentrent pour moi dans la globalité de la vision, n'est-ce pas, du président de la République, comme je vous le disais. Aujourd'hui, on a eu le cas Joseph Diakonou. Demain, on pourrait avoir le cas d'une autre personnalité. Je ne voudrais donc pas qu'on focalise l'attention sur la personne de Joseph Diakonou, mais qu'on parle plutôt, n'est-ce pas, du processus de rajeunissement de la classe politique dans notre pays. Alors, avant de vous poser la question de savoir est-ce que le BR doit faire comme l'Union progressiste, est-ce que selon vous, ce processus de rajeunissement converge et concorde avec le nouveau trio qui dirige le parti Union progressiste actuellement? À la personne de Joseph Diakonou, Mariam Chavitalata et puis Gérard Gbenonchi. J'insiste à vous dire que, n'étant pas militant de ce parti, n'est-ce pas, n'étant pas dans l'action du militantisme partisan, je ne voudrais pas, n'est-ce pas, focaliser mes analyses, mes opinions sur des personnes, mais plutôt... Est-ce qu'ils sont jeunes, selon vous? Ben, écoutez, Joseph Diakonou est d'une jeunesse indiscutable. Écoutez... Est-ce qu'ils ont les qualités pour, pardon? Les qualités pour le job? Ben, écoutez, c'est un militant de vieille date. Si j'observe, c'est un militant de vieille date. Et s'il a pu se retrouver à la tête d'une aussi grande formation, c'est que forcément, n'est-ce pas, ses co-militants, n'est-ce pas, ses co-partisans lui ont fait confiance. Voyez-vous, présider, n'est-ce pas, la destinée d'une formation politique n'est pas décrétée. Cela n'est jamais le fait d'un décret. Voyez-vous, c'est plutôt le fait d'un cursus, d'un parcours au sein de cette formation politique. Et je crois que si le professeur Joseph Diakonou s'est retrouvé à la tête de l'Union progressiste aujourd'hui, si Madame la présidente Talata s'est retrouvée à ce poste de responsabilité, si Gérard Gbenonchi s'est retrouvé à ce poste de responsabilité, c'est certainement parce que le bureau politique de cette formation politique, les instances, n'est-ce pas, de cette formation politique ont cru devoir leur faire confiance. Donc moi, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à la possibilité ou non de ces personnalités politiques se retrouver à ces postes. Alors, Distel Amoussou, lorsqu'on parle de rajeunissement de la classe politique, c'est un vœu latent d'une frange de la classe politique d'ailleurs, qui ne date même pas d'aujourd'hui. Qui ne date pas d'aujourd'hui. Alors, d'autres formations politiques existent sur la scène politique, notamment le Bloc républicain, Mouel Bénin qui est un parti politique relativement de jeunes, bien évidemment, mais au niveau du Bloc républicain, est-ce que vous pensez que ce toilettage, ce nettoyage doit se faire également à ce niveau? Alors, je ne suis pas pour le mimétisme de la déraison, mais je suis pour la raison du mimétisme producteur. Voyez-vous, si les militants des autres formations politiques, je ne ferai pas fixation sur une formation type, mais si les autres acteurs des autres formations politiques sentent le besoin, n'est-ce pas, de donner de la jouvence, de produire, n'est-ce pas, l'épreuve à la jeunesse qui se retrouve en leur sein, ben, libre à elle, à ces formations politiques. Et d'ailleurs,
il y a par exemple la formation politique que préside le président Jacques Ayadi, Moël Bénin. Moël Bénin, qui est une formation politique. Lorsque j'observe De femmes et de jeunes. les personnalités qui la composent et la dirigent, fait partie d'une jeunesse. Ces personnalités-là font partie d'une jeunesse évidente. Voyez-vous? Donc, je crois que Moël Bénin aurait moins cette préoccupation aujourd'hui Par rapport au que bloc le républicain. PRD, par exemple, Le bloc républicain. que le bloc républicain et que d'autres partis politiques. Mais à y voir de près, ce rajeunissement voulu par la classe politique a des enjeux. Toute formation politique, la mise en place de toute formation politique répond à des enjeux, répond à la manifestation d'idéaux. Voyez-vous, donc, aller conquérir le pouvoir produit du développement, c'est l'essentiel qui sous-tend la formation de partis politiques. Mais d'ici là, Moussou, une question par exemple. Est-ce que vous pensez, vous croyez à la survie d'un PRD sans Adrien Ouédi, en toute honnêteté? Avec les réformes en cours actuellement? Alors, présenter comme ça, c'est une injure pour les autres personnalités de ce parti-là. C'est une interrogation, puisque lorsqu'on parle du PRD tout de suite, la première idée qui saute à l'image, c'est Maître Adrien Ouédi. Alors, est-ce que vous pensez que son retrait de cette formation politique serait préjudiciable à l'hégémonie de cette formation politique à quelques jours ou à quelques mois, j'allais dire, des élections législatives prochaines? Je crois que cette lecture a évolué dans le temps. Je pourrais vous dire que le PRD connaîtrait beaucoup de difficultés sans Maître Adrien Ouédi en 1990. Je pourrais dire oui jusqu'en 1996. Mais à observer ce parti politique, je crois qu'il y a eu beaucoup de personnalités, n'est-ce pas, qui ont progressé dans le militantisme, qui ont progressé dans la mise en valeur des idéaux que prône cette formation politique. Il y a beaucoup de militants qui se sont donnés à cette formation politique, à son idéologie, à la défense de ces symboles, au point où aujourd'hui, dire que le PRD ne pourrait pas survivre sans Maître Adrien Ouédi serait une injure en direction de ces personnalités qui composent cette formation politique. Voyez-vous, il n'y a pas de position définitive dans la vie. Même la vie elle-même n'est pas éternelle. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie a une progression et tous les actes que posent les humains que nous sommes doivent s'inscrire dans l'idée de la progression. Regardez un père de famille qui a fondé son ménage avec son épouse, connaît 3 phases dans sa vie. La première phase, c'est lorsqu'il procrée et s'occupe de l'éducation, du bien-être de sa progéniture. La seconde phase, c'est lorsque sa progéniture devient responsable pour se prendre en charge. La troisième phase, et c'est la phase la plus souhaitée pour tous les êtres humains, c'est lorsque la progéniture s'occupe, n'est-ce pas, des géniteurs. Alors, donc, même au sein du cocon familial, il y a cette progression qui s'observe. Hier, papa s'occupait de nous quand nous allions à l'école, nous devrions manger, nous devrions nous habiller, nous devrions aller à l'hôpital et c'est papa, maman qui s'en occupait. Mais à la deuxième phase de la vie, nous devenons responsables et nous nous prenons en charge. Nous mangeons pour nous-mêmes, nous nous habillons pour nous-mêmes, nous nous soignons pour nous-mêmes. Mais à la troisième phase, nous sommes obligés de nous occuper de papa qui a fini de tout donner.
Qui a fini de tout donner. Alors, Distella Voyez-vous. Moussou, est-ce que cette volonté politique de rajeunir la classe politique va transparaître dans la composition de la liste des législatives prochaines? Ceci participera de la volonté de chaque formation politique. Ceci participera de la volonté de chaque formation politique. Mais pour vous, est-ce qu'elle La doit, présence de la jeunesse, est-ce un la devoir? présence des femmes constitue, n'est-ce pas, des idéaux. Mais il reste que les instances dirigeantes de chaque formation politique, n'est-ce pas, sont fondées à aller dans ce sens ou ne pas aller dans ce sens. Mais le souhait global est qu'on commence par avoir, parce qu'il ne faut pas systématiser non plus. Nous avons besoin des aînés, nous avons besoin de leur expérience, nous avons besoin de les écouter, nous avons besoin de leur arbitrage à des moments donnés. Voyez-vous, donc ce n'est pas des personnalités à mettre à la poubelle. Et il y a un dicton qui dit chez nous, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Si vous produisez une rupture brutale entre les générations politiques au sein d'une même formation politique, il risque d'avoir beaucoup de casse. Donc, moi, je crois que les instances trouveront le savant dosage pour harmoniser, n'est-ce pas, l'équilibre en leur propre sein pour nous produire, n'est-ce pas, des listes d'une représentativité raisonnable. Je préfère le dire comme ça. Alors, Distella Moussou, nous allons passer à un autre sujet qui nous réunit ce matin. Le Conseil des ministres du mercredi dernier a pris une décision qui va un peu dans le sens d'un de vos posts que vous avez quand même rédigé il y a de cela quelques jours, notamment à ce que lorsqu'il y a des déménagements, lorsqu'il y a des entrées ou des installations et autres, que cela soit signalé au niveau de la municipalité. Est-ce que vous estimez que cette décision qui a été prise en Conseil des ministres répond à vos attentes? J'étais très heureux de lire la décision du Conseil des ministres qui évoque, n'est-ce pas, l'obligation pour tout citoyen et tout résident, nationaux ou étrangers, de signaler, n'est-ce pas, leur déménagement au niveau de la commune de leur résidence. C'est une mesure responsable. C'est une mesure qui vient compléter une autre qui existait déjà. Voyez-vous, il est fait obligation, la loi fait obligation à tous les chefs de quartier, n'est-ce pas, de détenir un registre, une liste exhaustive de leurs administrés. Il faudrait déjà, n'est-ce pas, qu'on aille vers l'effectivité, n'est-ce pas, de ces prescriptions légales. Et maintenant que le gouvernement de mon pays vient, n'est-ce pas, pas d'imposer, d'exiger, non, mais de dire les choses réglementaires, à savoir que lorsque vous vous déplacez, n'est-ce pas, d'une commune à une autre, il faudrait désormais en tenir informer l'autorité communale. Je crois que c'est une question de responsabilité. Et je dis simplement que le gouvernement de mon pays a pris ses responsabilités. A pris ses responsabilités. Alors, quel est le gain sur le plan sécuritaire? Le gain, c'est que les mouvements seront observés. Le gain, c'est que les personnes qui sont dans un quartier, dans un village, sont connues. Et les mouvements sont plus ou moins maîtrisables. Voyez-vous, parce que, parlant du terrorisme, nous sommes en face, n'est-ce pas, d'une guerre asymétrique. Nous sommes en face de la symétrie. C'est des gens qui surgissent, agissent et disparaissent, se volatilisent dans la nature. Et le soupçon est de plus en plus fort que ces personnes-là sont au sein de nos communautés. Voyez-vous? Donc, il est d'une responsabilité qui incombe à l'autorité communale et à l'autorité locale, n'est-ce pas, de connaître beaucoup plus, n'est-ce pas, les mouvements de personnes, surtout de personnes étrangères qui surgissent
ou qui migrent ou émigrent vers leur localité ou leur commune. C'est une question de production de la sécurité. C'est une question de production de la sécurité. Alors, Distila Moussou, vous parlez tout tantôt de la menace terroriste. C'est probablement le dernier sujet que nous allons aborder ce matin. Le Bénin fait face à cette menace depuis quelques mois. Alors, face aux dispositions prises par l'armée béninoise, face également aux dispositions prises par le gouvernement, est-ce que vous pensez que les populations doivent être rassurées? Oui, les populations doivent être rassurées, mais les populations doivent jouer pleinement leur partition également. Les populations doivent contribuer, n'est-ce pas, à la coproduction de la sécurité. Et leur contribution est de taille. Parce que les éléments des forces de sécurité et de défense ne sont pas des magiciens, n'est-ce pas? Et ils ne peuvent pas lire sur le front de chaque citoyen qui passe ou de personnes qui passent, n'est-ce pas, que c'est des mécréants, que c'est des djihadistes, que c'est des terroristes. Voyez-vous, les terroristes n'ont pas de spécificité dans leur accoutrement lorsqu'ils sont confondus à nos communautés. C'est pour dire quoi? Pour dire que chaque citoyen doit pouvoir alerter au plus vite par rapport à des faits qui attirent son attention, par rapport à des mouvements qui attirent son attention, par rapport à des débats, à des discours, à des prêches, par rapport à des sermons qui attirent son attention. Ce n'est que comme ça que les éléments des forces de sécurité et de défense, qui sont des spécialistes, pourront faire le tri et savoir s'il faut agir, s'il est utile d'agir ou de ne pas agir. Voyez-vous, donc, la participation des populations est à souhaiter, est grandement utile pour la sécurisation de la communauté au sein de laquelle nous vivons tous. Au sein de la communauté au sein de laquelle nous vivons tous. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il y a encore des dispositions particulières à prendre dans la partie septentrionale pour être véritablement préventif? Je ne vais pas stigmatiser, je ne parlerai pas que de la partie septentrionale, je parlerai du Bénin intégralement. Voyez-vous, dire que s'il y a des mesures spécifiques à prendre, c'est ça la question. Si c'est ça, oui, la spécificité, c'est d'amener, n'est-ce pas, de continuer d'insister sur la participation citoyenne à la coproduction de la sécurité. Et il faudrait éduquer par rapport à ça. Et il faudrait communiquer par rapport à ça. Et il faudrait instruire, former par rapport à ça. Parce que j'ai un exemple que je donne souvent. Lorsque la vendeuse du pain observe que Pierre, qui avait pour habitude de venir acheter un pain et demi tous les matins, a commencé subitement, depuis 2 semaines, par acheter 50 pains tous les matins, il faudrait que cela attire son attention. Qu'elle se demande, mais les 50 pains que subitement Pierre a commencé par acheter tous les matins, servent à quoi? Ça va nourrir qui? Quelle catégorie de personnes? Est-ce que c'est des dons qu'il va faire? Est-ce que c'est de l'action de grâce qu'il va faire? Il faudra informer, n'est-ce pas, les autorités chargées de la sécurité pour qu'on puisse checker, qu'on puisse analyser, qu'on puisse suivre et observer l'utilité de ces 50 pains que subitement Pierre a commencé par acheter tous les matins depuis 2 semaines. Donc c'est un exemple simple. Tu as un jeune qui habite dans ta cour. Et ce jeune-là, il ne fait rien, il n'a pas d'activité productrice de revenus. Et qui subitement rentre un soir avec une moto. Et le lendemain, tu découvres qu'il expose une moto. Et 1 semaine après, tu observes qu'il va s'acheter des meubles bourrés.
il faut te poser des questions. Est-ce qu'il a gagné à la loterie? Est-ce qu'il a trouvé un job dans lequel on lui a avancé de l'argent? Il faut se renseigner. Il faut informer les autorités pour qu'on puisse, n'est-ce pas, faire le nécessaire autour de cette information que tu apportes. Donc, chaque citoyen doit se sentir concerné. Il ne s'agit pas que des autres. Non, il s'agit de tous les citoyens béninois. Il s'agit de tous les résidents au Bénin, étrangers ou locaux. Donc, il faudrait que la complicité, la collaboration soit étroite entre toutes les personnes qui vivent au Bénin, qui résident au Bénin, et les forces de sécurité et de défense de notre pays. Dissela Moussou, merci. Nous sommes à la fin de cet entretien. Le rituel, vous le connaissez si bien. Vous regardez droit dans la caméra et vous adressez quelques mots à ces amis internautes qui ont bien voulu suivre cette émission. Lorsqu'ils ont vu la bande-annonce, ils ont vu que c'était Dissela Moussou qui était l'invité. Je leur dis merci. Je leur dis merci pour appeler, inviter les acteurs politiques de notre pays qu'en tout état de cause. En tout état de cause, il faudra prendre toutes les dispositions nécessaires à travers les positionnements sur les listes pour la sécurisation des réformes dans notre pays. Les réformes structurelles, les réformes fonctionnelles, les réformes du système partisan, les réformes économiques, les réformes sociales, les réformes sportives, les réformes culturelles. Nous avons pour la prochaine législature un mandat de 3 ans. Mais ces 3 années très importantes pour moi, ces 3 années très fondamentales pour le Bénin, pour les réformes, et il faudra donc tout faire pour que ceux qui vont se retrouver au Parlement pour les 3 prochaines années, n'est-ce pas, soient déterminés à la sécurisation des réformes dans notre pays. Pour que ces réformes-là ne restent pas réformes de Patrice Talon, mais que ces réformes demeurent des réformes du Bénin. Je vous remercie. Merci à vous, Dissela Moussou, pour cette conclusion. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que notre invité a voulu opiner sur le rajeunissement au sein du bureau politique du Parti politique Union Progressiste en tant que simple observateur. Il a eu à effectuer une petite genèse de ce qui a suscité ce rajeunissement. Pour lui, Amoussou Bruno est une personnalité d'expérience, d'envergure qui a un parcours inégalable et est une école. Pour lui, Amoussou Bruno a adhéré à ce rajeunissement, Mathurin Kofinago également, ainsi que Maître Abraham Zindoroué, sans oublier Antoine Idikoloré. Il a fait savoir et il a démontré à travers son argumentaire que le président Patrice Talon fait confiance à la jeunesse. Pour lui, Joseph Diogbenou est un militant avéré. Sa promotion est un mérite, on peut déduire de ses propos. Il n'est pas dans le mimétisme de la déraison. Dire que le PRD ne peut pas survivre sans Adrien Mbedji serait une injure au cadre de cette formation politique à lancer sur ce plateau Dissela Moussou, et il a argumenté également dans ce sens. Il a fait savoir que les élections législatives prochaines sont des élections de grandes envergures et donc la présence des jeunes et des femmes sur la liste est de haute portée, est un enjeu majeur, et donc il faut que les partis politiques qui épousent les réformes s'y plient. Nous avons besoin des aînés, de leur expérience, de leur arbitrage. Il ne faut pas les mettre à la poubelle. Une rupture brutale pourrait être préjudiciable. On peut retenir des propos de Dissela Moussou qui a rappelé que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Il faut qu'on aille vers l'effectivité de ces prescriptions légales lorsqu'il commentait notamment cette décision du Conseil des ministres de cette semaine qui ordonne à ce que tout déménagement soit déclaré au niveau de la mairie de la commune. Pour lui, c'est une question de responsabilité de sécurité car il a appelé de tous ses voeux à travers plusieurs postes depuis un certain moment face à la menace terroriste que le Bénin fait face depuis un certain temps. Pour lui, le gain est que les mouvements seront maîtrisés et parlant de terrorisme, il a fait savoir que nous sommes face à une guerre asymétrique. Les populations doivent jouer pleinement leur contribution en participant à la coproduction de la sécurité. Les citoyens, quant à eux, doivent alerter par rapport à des mouvements, des discours, des débats, des prêches qui attirent leur attention. Il faut éduquer, instruire, former à la coproduction de la sécurité. Il a illustré ses propos par rapport à cela. Il a argumenté largement afin de se faire comprendre et en fin d'émission. La conclusion, vous l'avez bel et bien suivie. Dissela Moussou, j'espère que vous avez été plus ou moins fidèle à vos propos.
Merci Kader. Merci à vous, Dissela Moussou. Je rappelle que vous êtes consultant média communication, analyste, chroniqueur politique, président directeur général de l'agence de documentation de liaison et des services spéciaux, ADLSS. Merci à vous pour l'attention, chers amis internautes. À demain, lundi, pour Free Matin.